Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. L'annonce de la revalorisation des infirmières scolaires, des annonces à venir sur la médecine scolaire en général et la santé mentale des adolescents comme grande cause. Alors, quels sont les dossiers sur lesquels devrait statuer le gouvernement? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Raconter l'histoire d'amitié entre deux jeunes femmes dans le contexte de la guerre en Syrie, c'est le thème de la pièce qu'on vous présentera dans la seconde partie de cette émission avec son autrice et metteur en scène. Il sera question d'une autre guerre dans la chronique de Guillaume Ouattara. Il s'intéresse à l'éducation en Ukraine 2 ans après le début de la guerre. Tout de suite, on retrouve Guillaume Ouattara pour faire d'abord un point sur l'actualité de l'éducation. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec un enseignant de CP à Drancy, mis en examen pour des chants faisant l'apologie du djihad. Guillaume. Un homme âgé de 26 ans a en effet été arrêté, écroué et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. L'instituteur est soupçonné d'avoir traduit en français, chanté et fait le montage de chants faisant l'apologie du djihad, puis de les avoir transmis à des cadres de Daesh. Alors il faut savoir que l'enseignant était suivi depuis plusieurs années car il avait attiré l'attention des services du renseignement français pour avoir diffusé en privé de la propagande djihadiste via notamment des faux comptes qu'il créait sur les réseaux sociaux. Une question se pose désormais. Comment un homme fiché et suivi a pu se retrouver devant des centaines d'élèves au cours de sa carrière depuis plusieurs années? Pour son avocate, cité par LCI, eh bien, c'était un enseignant parfaitement intégré dans la vie française. Affaire à suivre. On reste dans cette thématique d'apologie du terrorisme car décidément l'actualité est chargée aujourd'hui. Un collégien de 11 ans a été interpellé pour apologie du terrorisme et menace contre sa professeure d'histoire. Et on est toujours en région parisienne dans cette affaire, plus précisément à Goussainville. C'est un collégien de 11 ans scolarisé au collège Robespierre qui a été arrêté dimanche et présenté à un juge des enfants pour plusieurs faits. Apologie publique d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication en ligne et puis menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public. Ça, c'est ce qu'indique le parquet de Pontoise aux Parisiens. Pour les faits eux-mêmes, ça se déroule vendredi sur le réseau social TikTok. Une vidéo publiée par le jeune homme est rapidement identifiée par le parquet qui prévient tout de suite les services de police. Donc une vidéo dans laquelle il menace une professeure d'histoire-géographie tout en faisant l'éloge d'un groupe terroriste. C'est allé très rapidement pour identifier le jeune homme, même le garçon, 11 ans, rappelons-le. Il a été arrêté dimanche à 6h. Lors de la perquisition, son téléphone portable a été saisi. Il a moins de 13 ans, donc pas de poursuite pénale ni d'éventuelles peines d'emprisonnement. Le parquet de Pontoise rapporte que le juge des enfants a décidé d'appliquer à son égard une mesure judiciaire d'investigation éducative qui passera notamment par un accompagnement par des éducateurs. Et dans ce contexte, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, souhaite plancher sur la création de classes pour des élèves radicalisés. C'est en tout cas ce qu'elle a indiqué sur le plateau des 4V hier matin. Voilà ce qu'elle dit. Nous souhaitons mettre en place un suivi encore plus fin qui pourra peut-être aller jusqu'à une prise en charge de l'élève dans des classes spécifiques. C'est cela que nous sommes en train de construire. Nous cherchons la manière et le périmètre qu'elle pourrait recouvrir. Pour rappel, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé ce chiffre, choc, 500 élèves radicalisés, dont 160 dans ce qu'ils appellent le haut spectre. Et dans les colonnes de Libération, Séraphin Alava, professeur émérite à l'université de Toulouse Jean Jaurès et membre de la chaire UNESCO de prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent, explique qu'isoler ses élèves ne ferait qu'aggraver le problème. C'est en tout cas son point de vue assez tranché. D'abord, il évoque cette question de ce que sont les élèves radicalisés. Voilà ce qu'il dit. Il faut déjà savoir ce qu'elle entend, Nicole Belloubet, par élève radicalisé. Est-ce que c'est le néo-nazi identitaire, le masculiniste violent, le jeune radical d'ultra-gauche? Si elle parle seulement de radicalisés djihadistes, on peut se demander si c'est bien et bien le seul danger qui existe aujourd'hui. Et puis, il est question donc de réunir ces élèves radicalisés au sein de même classe. Son constat est là aussi implacable. Isoler, c'est un échec. Partout dans le monde, quand on réunit des radicalisés, on produit des écoles de radicalisation. On ne doit pas les regrouper, surtout sans évaluer les niveaux de radicalisation. On ne mélange pas un leader charismatique radical avec des jeunes en voie de radicalisation. Nous évoquions hier la volonté
été annoncé par Nicole Belloubet de faire fermer un collège privé musulman à Nice, le collège Avicenne, pour notamment des financements qu'elle qualifie d'opaques. L'établissement, lui, a répondu par la voie d'un communiqué de presse diffusé par son avocat sur X. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet établissement, il est remonté contre les annonces de Nicole Belloubet. L'établissement s'insurge contre le procédé consistant à annoncer dans les médias des mesures sans en aviser ni l'établissement ni les parents des inscrits dans cette école en plein milieu d'année scolaire. Et ce communiqué de presse précise que l'établissement n'est pas fermé pour le moment. En ce qui concerne les accusations de financement opaque, la réponse est là aussi très claire. La direction de l'établissement s'inscrit en faux quant à cette accusation. Le collège est suivi par un expert comptable et tient ses comptes à jour auprès de l'administration fiscale depuis son ouverture en 2015. Maître Gues Sefen est désigné pour assurer la défense de l'établissement et éviter la fermeture. Un avocat qui a dénoncé sur X le comportement des ministres successifs de l'éducation. Il y a pour chaque ministre de l'éducation nationale un moment islam à vivre pour se constituer un crédit politique. Voilà ce qu'il dit. Refermons ce journal avec l'ouverture de la plateforme Mon Master pour les étudiants à la recherche d'une formation pour poursuivre leurs études après la licence. Et ils étaient près de 173 000 candidats à postuler aux différentes formations proposées sur cette plateforme, inspirée de sa grande sœur Parcoursup, qui permet, elle, l'accès à l'enseignement supérieur post-bac. Nouveauté de Mon Master cette année, la mise en place d'une procédure complémentaire qui a pour objectif de répondre à une double difficulté rencontrée l'an dernier, une difficulté pour les candidats, dont 27 000 se sont retrouvés sans affectation, et une difficulté du côté de certaines des formations qui avaient épuisé leur liste d'attente et donc qui ne pouvaient plus proposer de place et ont dû faire d'autres types de recrutement. Il y aura donc une procédure complémentaire sur Mon Master. Merci Guillaume. Selon le dernier rapport de la médecine scolaire en France, 8 enfants sur 10 n'auraient jamais vu de médecin scolaire. Un chiffre alarmant pour cette profession de l'éducation nationale longtemps oubliée, bien qu'évidemment essentielle. Alors des annonces doivent être faites à ce sujet. Quel avenir pour la médecine scolaire? On en parle dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Patricia Colson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat national des médecins de l'éducation nationale, du SGEN CFDT. Et Olivier Beaufrère, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national éducation et pédagogie du SNPDVN UNSA. Ça y est, on l'a maintenant. Tout à fait. On y arrive. Fin janvier, les médecins scolaires alertaient le Premier ministre Gabriel Attal sur les graves dysfonctionnements de la santé scolaire. Tout d'abord, avec les salaires. Il y a plusieurs, évidemment, strates, mais on va parler, évidemment, des salaires les plus bas de la profession médicale. Dixit, voilà de nombreux syndicats. Gabriel Attal a annoncé la revalorisation des infirmières scolaires avec une prime de 800 € et une revalorisation de 200 € par mois pour les salaires. Est-ce assez déjà, Patricia Colson? Eh bien, écoutez, pour les infirmières, je sais qu'elles peuvent être satisfaites quand même de cette augmentation, mais qui ne correspond pas encore à ce qu'il faudrait, puisqu'elles restent quand même payées de façon moindre que les autres infirmières. Après, M. Attal a parlé de revalorisation des infirmières, n'a pas parlé de revalorisation des médecins et des assistants sociaux. En tout cas, il l'a évoqué, mais on ne sait pas ce qu'elle contient. C'est parce que la médecine scolaire englobe beaucoup de personnels très différents. On peut rappeler, s'il vous plaît, Olivier Beaufrère? Alors, on est plutôt sur ce qu'on va appeler le pôle médico-social. Donc, effectivement, nous avons les médecins scolaires, nous avons les assistantes sociales de l'éducation nationale, et nous avons également les infirmières de l'éducation nationale, avec un versant pour les médecins AS et infirmières, et des personnels et des élèves. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les élèves. Alors oui, bien sûr, ce sont les élèves, mais parlons des infirmières scolaires, puisqu'on vient de parler de la revalorisation évidente de 200 € par mois, la revalorisation, c'est ça? 200 € net par mois pour les infirmières, avec une prime de 800 €. Vous dites que c'est absolument pas à la hauteur en comparatif des autres métiers. Alors, moi, je ne peux pas me prononcer pour mes collègues infirmières, mais il semblerait quand même que les salaires restent en dessous de ce qui a été notamment proposé pour les infirmières hospitalières ou de certaines collectivités qui ont eu un complément technique, qui ont un complément indiciaire, de traitement indiciaire, et qui n'ont pas été
promis aux infirmières scolaires. Puisqu'il y a une augmentation de 200 €, mais est-ce que ça sera bien dans le régime indiciaire, et non pas indemnitaire? C'est la question que vous posez aussi, Olivier Beaufrère. C'est suite surtout, je pense, aux négociations du Ségur de la santé, où Voilà. effectivement une partie de la profession médico-sociale de l'éducation nationale n'a pas été associée. Et donc effectivement, alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais par rapport effectivement à ce qui a été promis et certainement mis en œuvre dans le cadre du Ségur, toute la partie éducation nationale n'a pas été intégrée. Donc effectivement, il y a ce décalage qui semble apparaître. Était-ce aussi une nécessité de reconsidérer, si je puis dire, ne serait-ce que par ces annonces, ce métier dont on parle trop peu? Alors, quand vous parlez de médecine scolaire, c'est une locution en général. Derrière ce terme de médecine scolaire, il y a, comme mon collègue a dit, 4 personnels. Donc c'est compliqué. Moi, je ne peux pas parler pour les autres collègues, mais en tout cas pour la médecine scolaire qui correspond à des médecins, c'est un métier qui est effectivement dévalorisé. Il est dévalorisé parce qu'il est peu payé, le moins bien payé de tous les médecins salariés, mais en même temps, il est dévalorisé dans son action de simplement promotion et prévention de la santé, et ce n'est pas du curatif. Et notre société ne jure que par le curatif. Même dans la société en dehors de l'éducation nationale, tous les soins qui sont des soins de prévention ne sont pas valorisés à la hauteur de ce qu'ils devraient. Or, c'est une nécessité, on le voit bien au niveau des élèves, on voit bien la nécessité de travailler d'abord avant que les troubles s'installent, de les diagnostiquer, au lieu d'attendre le handicap, les soins lourds et curatifs. Or, ça ne fonctionne pas dans notre société, ce n'est absolument pas valorisé, cette étape-là. Oui, s'il y a bien un endroit effectivement où ça devrait se faire, c'est effectivement à l'école, où on a les enfants de plus en plus, dès le plus jeune âge. Au niveau de l'école, alors le médecin scolaire intervient de l'école maternelle à la terminale. Et il y a un vrai suivi, c'est-à-dire qu'un médecin scolaire va connaître l'enfant au fur et à mesure de l'école, du collège et du lycée, quel que soit le type de lycée. On a très souvent des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, qui effectivement partent après en lycée professionnel, et le médecin a une parfaite connaissance effectivement de l'élève. Et puis on est à tout prix également dans tout ce qui va être préventif et éducatif. Et il est vrai effectivement que le rôle du médecin scolaire est fondamental. Enfin, pour nous, chefs d'établissement, c'est vraiment, je dirais, alors j'aime pas le terme de conseiller technique, mais c'est vraiment quelqu'un qui véritablement va avoir une vision, un recul, une analyse sur des sujets que nous ne possédons pas, que nous ne voulons surtout pas posséder, parce qu'on a derrière le secret médical, le secret partagé, enfin, toutes ces informations, et c'est un lien fondamental avec les familles. Quand vous parlez de suivi du médecin scolaire, c'est dans le meilleur des cas, non? Ou c'était il y a quelques années? Parce que maintenant, est-ce qu'on a assez de médecins scolaires pour justement espérer un suivi de la maternelle jusqu'à la terminale? Malheureusement, non. Malheureusement, non. On était à 2000 à peu près, à un moment donné, il y a plus d'une vingtaine, trentaine d'années. Là, on est 740 et quelques. Donc, avec des académies qui sont en très, très grande difficulté, pour lesquelles il n'y a plus du tout de médecins, dans certains départements, ou des médecins qui ont plus de 30 000 ou 50 000 à Créteil élèves par équivalent temps plein. Donc c'est absolument pas possible. Et ce qui se passe aussi, c'est que nous avions un rôle donc de diagnostic précoce et puis de suivi, d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Quand vous avez autant d'élèves à gérer, c'est absolument plus possible. Ça pourrait être possible si nous étions mieux organisés, parce que les médecins n'ont pas besoin d'être partout. Ça serait, si nous étions mieux organisés dans les collaborations entre déjà les 4 personnels que nous sommes, qui soutiennent la politique de santé scolaire à l'école, les choses seraient déjà mieux faites. Mais on pouvait dire qu'en fait, entre infirmière, psychologue, et puis le 4e, c'est... Médecin, assistante sociale, voilà. Et infirmière. Vous ne vous parlez pas? Il n'y a pas de communication réelle? On n'a aucune organisation de santé et aucune coordination qui est prévue par notre ministère. Ni lieu, ni temps pour cela, ni circulaire, puisque nous avons chacun 4 circulaires différentes avec des compétences communes et des compétences propres. Et aucune de ces circulaires n'est articulée autour de l'enfant et des besoins de l'enfant. Donc chacun agit
sans pouvoir se parler, sans pouvoir se coordonner, avec des désirs d'autonomie plus ou moins forts de certains personnels, mais nous ne sommes pas un service. Et donc le service rendu à l'usager est terrible. Chacun fait comme il peut, mais pas... Mais alors quand vous parlez de dossier, vous parlez de quoi? Parce que s'il n'y a pas de suivi, je ne comprends pas de quel dossier on parle. Si, on a quand même, je dirais, un cœur de suivi de l'élève. Mais c'est quoi? C'est la vaccination? C'est quoi le dossier? Ah non. Ça commence normalement par les dossiers de PMI, puisque vous savez que la médecine scolaire, c'est de 6 ans à 18 ans, la sortie des établissements scolaires. Donc déjà, il y a une première évaluation, si je peux dire, à l'âge de 6 ans. Il y a avant 6 ans, de 0 à 6 ans, c'est la PMI qui fait normalement le bilan de 3-4 ans, le bilan médical. Et après ce bilan médical, la PMI est aussi en souffrance. Le bilan médical passe au niveau du bilan est transmis au médecin scolaire, et le médecin scolaire s'appuie sur ce bilan de 3-4 ans pour continuer et faire, lui, son bilan de 6 ans, son bilan médical de 6 ans. Et après, à partir de ce bilan médical, il y a un suivi des élèves, et au cours de l'école primaire, vous pouvez avoir besoin de diagnostiquer des troubles qui apparaissent, et c'est ce qu'on appelle les examens à la demande. Les personnels enseignants, l'équipe éducative demande aux médecins son expertise de diagnostic précoce pour savoir ce qui se passe. Troubles du comportement, troubles des apprentissages, protection. Je l'entends. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Un chef d'établissement donc, se rend compte parce que son professeur de français, par exemple, a alerté en disant, voilà, Jonathan est en 5e, j'ai l'impression qu'il a des troubles de l'apprentissage, notamment en termes de lecture et d'écriture. Il nous faut une expertise. Vous allez donc contacter le médecin de l'établissement. A priori, vous n'avez pas forcément un médecin d'établissement constamment dans l'établissement. Comment vous faites? On peut avoir, moi j'ai le cas de mon lycée où effectivement, jusqu'à ce matin, je n'avais ni médecin, ni assistante sociale, ni infirmière. Vous avez qui alors? Personne. Donc, personne pour s'occuper des enfants? Là j'avais personne. Là, pour s'occuper de combien d'élèves? 1330. 1330. Et qu'est-ce que vous dit le rectorat? Qu'est-ce que vous dit l'académie? On cherche, on recrute. Donc là, on vient de recruter une infirmière contractuelle qui vient... Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation-là? Depuis la rentrée de septembre. Mais comment vous l'expliquez? Eh bien, nous n'avons plus d'appétence, nous n'avons plus de personnel qui se présente, y compris pour des postes contractuels. C'est compliqué. Donc là, vous pouvez proposer un salaire plus intéressant, vous, en tant que chef d'établissement, ou pas? Non, nous n'avons pas la main sur les salaires. Pardon, je pose des questions, mais mais vous faites bien. C'est le rectorat, c'est les grilles, c'est le personnel contractuel qui est un personnel qui effectivement va, part en fonction des possibilités. Cette revalorisation annoncée par Gabriel Attal, elle n'est pas encore effective? Non, logiquement non. Pour les infirmières uniquement. Oui, pour les infirmières. Pour les médecins, il n'y a pas eu de revalorisation non plus? Alors, si, on voit que le ministère de l'Éducation nationale fait des efforts. On a été revalorisé du point de vue indemnitaire les 2 dernières années de suite. Ce qui n'empêche pas de rester encore sous la grille de ce qui est entendable au bout de 9 à 12 ans d'études. Quand vous finissez quand même votre carrière à 5 000 € au bout toute une carrière de médecin de l'Éducation nationale, c'est pas possible, c'est pas attractif. Et l'organisation, en plus de ça, les missions ne sont pas valorisées, l'organisation du travail est devenue extrêmement complexe par rapport à la pénurie, donc les gens ne sont pas intéressés. Alors l'organisation du travail, donc vous êtes, on rappelle, chef d'établissement, entre septembre et donc mars, nous sommes donc fin février. Pas d'infirmière scolaire. Pas d'infirmière scolaire, pas de médecin, personne. Comment vous faites? Alors, conseillère principale d'éducation, CPE, vie scolaire, en première ligne, enseignant. L'urgence, on sait la traiter avec un appel au 15. Et puis sinon, pour tout ce qui va être effectivement étude de tous les plans d'accompagnement, je ne vais pas tout détailler, mais au niveau des élèves à besoins éducatifs particuliers, sollicitation ou d'une infirmière conseil, ou d'une assistante conseil, ou d'un médecin conseil, qui est donc un médecin, et ça équivaut à peu près aux chiffres que vous annonciez, avec des médecins qui peuvent avoir l'équivalent de 50 000 dossiers à gérer. Donc c'est uniquement... Mais c'est un médecin conseil, pardon, qui ne fait pas partie de l'Éducation nationale, qui est extérieur? L'Éducation nationale, et qui a des secteurs élargis, je crois que c'est le terme qu'on utilise. Alors, normalement, dans chaque département, mais ça disparaît aussi, vous avez un médecin conseiller technique qui est chargé d'animer le service avec les médecins de l'Éducation nationale de secteur et qui est conseiller de l'IA d'Azen, de l'inspecteur. Donc nous, par exemple, en Essonne, nous sommes organisés avec, et on est plusieurs départements comme ça, en secteur mutualisé. Il y a toujours un personnel de direction peut toujours déjà se rapprocher du médecin conseiller technique, mais on a des bassins de mutualisation, ce qui fait que les secteurs, on a nos secteurs plus d'autres secteurs
heures vacants, ce qui fait qu'on est le SAMU scolaire, mais on n'est en rien dans la promotion, dans la prévention de la santé aux élèves. Et si on parle juste du SAMU scolaire, est-ce que vous arrivez déjà à pouvoir répondre aux urgences? Comme dit mon collègue, quand il se passe une urgence réelle, le 15 est toujours... oui, mais là, je parle vraiment des médecins scolaires. Alors, les médecins scolaires, c'est effectivement des situations complexes et inextricables pour lesquelles il n'y a pas de solution, que ça soit dans l'accueil de l'élève, que ça soit dans des difficultés de comportement, des troubles des apprentissages sévères, des faits d'établissement. Nous sommes là pour conseiller effectivement sur les situations complexes. Et là, en général, nous conseillons effectivement, mais bien en aval de ce qu'il aurait fallu faire. Ces situations inextricables, c'est souvent parce qu'en amont, l'enfant qui pose problème, on n'a pas posé les diagnostics à temps. On n'a pas pu faire les choses à temps. Donc non seulement un problème de diagnostic et donc d'apprentissage, alors qu'on parle de choc des savoirs et qu'on cherche évidemment à faire remonter le niveau, mais ça forcément joue, j'imagine, sur l'apprentissage de manière générale. Ça joue. Alors en plus, on a des territoires qui peuvent être aussi plus défavorisés, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La situation sur laquelle, je pense, on reste réactif, c'est toutes les situations d'urgence, de maltraitance et de protection de l'enfance. Donc ça, c'est, je pense, Mais encore faut-il pouvoir le voir, encore faut-il pouvoir le signaler. On a forcément quelqu'un qui reçoit effectivement ou l'appel à l'aide ou effectivement la déclaration. Oui, mais attendez, pardon, mais là vous touchez un autre point du doigt. C'est-à-dire on parlait des infirmières, mais il y a les psychologues scolaires. Et là aussi, on a un manque total de psychologues scolaires. Oui, tout à fait. Donc, qui va faire le rôle pompier de, à la fois, t'es malade, t'as besoin d'un médecin, ça ne va pas, ton mental, ton moral ne va pas, et tout d'un coup, tu vas avoir un diagnostic particulier, il te faut, par exemple, je ne sais pas, une orthophoniste ou autre. Enfin, c'est très large. C'est une responsabilité énorme sur le poids d'enseignant, non ? Ça reste une responsabilité énorme. À partir du moment, je dirais, où l'enseignant se dit, tiens, là, il y aurait quelque chose, il y a une difficulté, on fait appel effectivement sur les secteurs découverts à des personnels qui sont en rattachement. On peut, dans certains cas, s'appuyer effectivement sur des professionnels privés de l'extérieur. Mais qui va les payer ? Et oui, mais là encore, on va avoir une vraie disparité entre les familles, celles qui vont pouvoir évidemment payer ces soins. D'où l'importance effectivement des pôles médico-sociaux dans l'éducation nationale. C'est pour ça que nous prônons effectivement le fait d'avoir des postes couverts, d'avoir des personnels et d'avoir effectivement poursuivre effectivement nos missions quotidiennes en ayant vraiment des véritables appuis, des véritables regards professionnels éclairés et des véritables conseils techniques. On parle de la santé mentale de nos jeunes, la santé mentale déjà de tous les Français qui est quand même très difficile aujourd'hui, mais des jeunes en particulier. On le sait, déjà il y a eu le Covid, puis les guerres répétées et qui ne cessent pas, cette situation du climat qui pèse très très lourd évidemment dans la santé, puis la problématique des réseaux sociaux et du harcèlement. Donc tout ça, et encore, et je passe plein d'autres problèmes évidemment familiaux du quotidien. Donc la santé psychique dégradée des élèves, c'est 90% d'entre eux qui consulteraient pour cette raison, parce qu'ils ne se sentent pas bien, pas heureux, ça ne va pas. Est-ce que vraiment on considère ce besoin de l'effort, de la considération psychologique de nos élèves ? Alors, c'est vrai que c'est une problématique qui a été mise en avant par le gouvernement et notamment dans la déclaration de politique générale de M. Attal. Pour pouvoir prendre en compte la santé mentale des élèves, déjà il faut savoir effectivement qu'il y a des conditions extérieures. Vous parlez du climat, des guerres, on ne pourra pas faire grand-chose nous là-dessus. Mais par contre, il y a effectivement les milieux de vie des élèves. Et les milieux de vie tels que la famille, les milieux de vie tels que l'école, c'est vraiment ce qui construit l'enfant, le milieu familial en premier, le milieu scolaire en deuxième, qui est en relais, les pères. Et là-dessus, nous pouvons avoir une action très forte. Nous, personnel de l'éducation nationale, les éducateurs, les pédagogues, et le pôle médico-psychosocial qui est très important. Et il faudrait qu'effectivement chacun puisse prendre sa part là-dedans pour améliorer les conditions de vie
Alors, l'aide à la parentalité, tout ce qui est la précarité, et puis aussi le climat scolaire, les réseaux sociaux, tout ça, nous avons des choses à faire là-dessus. Et puis, être dans l'écoute, oui, de l'enfant, mais, et ça, c'est le rôle aussi des psychologues, c'est le rôle de l'infirmière qui va écouter, mais c'est aussi de poser les bons diagnostics pour que la vie de ces enfants puisse changer. Parce qu'un enfant qui va mal, outre les pathologies psychiques qui existent, ce sont surtout des pathologies d'environnement. Et ce que demandent les enfants, c'est que ça aille mieux, c'est qu'il y ait des gens qui bougent les lignes pour que ça aille mieux. Et quand vous prenez, et c'est pour ça que le rôle du médecin est quand même important, parce qu'il pose les diagnostics en prenant en compte tous les milieux de l'enfant. Sa vie à l'école, sa vie à la maison, sa vie dans l'environnement. Il faut faire un diagnostic de ce qui ne va pas et orienter à bon escient. Pas simplement externaliser, parce que là, M. Attal dit les infirmières sont extrêmement importantes, et ça, nos collègues infirmières sont numéro 1 à l'éducation nationale. Mais il faut qu'elles puissent, il faut aussi pouvoir réfléchir ensemble collectivement, notamment parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui se révèlent et qui sont induites par le milieu scolaire. Donc il faut vraiment pouvoir, tous ensemble, au niveau de l'éducation nationale, savoir ce qui se passe, analyser ce qui se passe pour pouvoir déjà résoudre les problèmes à l'intérieur de l'éducation nationale quand c'est un problème de climat, de pairs, de résultats scolaires. Donc ça, on doit pouvoir le faire. Et d'externaliser à bon escient pour une prise en charge après les diagnostics posés. Après les diagnostics, quand vous voyez que le Sénat, c'est la dernière question, se préoccupe justement de la santé mentale de nos jeunes, est-ce que ça vous rassure, Olivier Beaufrère? Et est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les lignes? Pardon. Il faut impérativement s'occuper de la santé sociale. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait faire confiance à l'école, faire confiance à l'ensemble des personnels qui interagissent depuis des années, et puis nous donner les vrais moyens pour pouvoir poursuivre véritablement une véritable politique en faveur de nos élèves et de nos jeunes. Mais vous avez l'impression que le gouvernement ne fait pas confiance suffisamment à l'école? Aujourd'hui, le gouvernement veut à tout prix faire bouger les lignes, réformer, mais pour réformer, il faut se donner véritablement les moyens. Il ne faut pas oublier tout le travail qui est fait depuis des années au quotidien, avec des gens qui sont des gens engagés, des gens qui croient et qui, je l'espère, y croiront encore dans quelques temps, et surtout des gens qui donnent sans compter, donnent pour le bien-être, la réussite, pour la construction du jeune, pour la construction du futur adulte. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Patricia Colson, merci d'avoir été là, ainsi qu'Olivier Beaufrère. On marque une courte pause et puis on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lorraine Calais. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Vous êtes autrice et metteur en scène de Nous ne sommes jamais senties aussi vivantes au Théâtre Clavel. C'est en ce moment et c'est tous les vendredis soirs jusqu'au 22 mars. C'est à 21h30. On va regarder un extrait. Nous laissons les pieds dans la terre et le visage vers le ciel, comme nos ancêtres morts. Et la terre fertile nous fait grandir comme des arbres aux racines bien plantées. Et nos branches peut-être pourront toucher Dieu et ce ciel immuable qui nous regarde et nous verra mourir à nouveau dans la terre. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi vivantes. Alors c'est un spectacle qui dépeint le conflit syrien à travers le regard d'un groupe humanitaire, et on va y venir puisque c'est ce que vous avez vécu, qui travaille à la frontière turco-syrienne. Un lieu, je l'ai noté, à Gaziantep, c'est ça? Vous avez vécu pendant 2 ans à Gaziantep, vous avez vécu 4 ans en Turquie, mais dont 2 ans pour l'aide humanitaire dans le cadre d'un projet humanitaire. Est-ce que ce sont les rencontres et les récits du quotidien qui vous ont poussé justement à écrire ce texte? Tout à fait, tout à fait.
on était 2 à la création de ce texte avec Marie Ficpal, et c'était vraiment aussi la distance qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire avec les gens qui étaient en France et comment on expliquait, de raconter ce qu'on était en train de vivre. Et c'est aussi cette distance et cette envie de passer ces messages qui nous ont poussés à l'écriture de cette pièce, et aussi une question de mémoire, parce que aujourd'hui, ça fait déjà 12 ans que la révolution syrienne a eu lieu, 12 ans, même bientôt plus que ça, puisque ça, on part de 2011, et on ne sait plus vraiment aujourd'hui pourquoi ni comment il y a encore la guerre en Syrie, et ça nous paraissait important de transmettre ça, mais aussi, comme vous le dites, les rencontres avec les activistes, avec les humanitaires, plonger un peu au cœur de cette aventure pas si commune et importante. C'est vrai, c'est transmettre l'information à la fois, que l'information que vous vivez, que vous avez, les sources d'information aussi sur place, et puis c'est le récit du quotidien, c'est le récit de vivre finalement avec la guerre, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que vivre avec la guerre. Nous, ici en France, on l'a su pour des générations avant, mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on l'imagine, on a des images qui arrivent toute la journée, mais on ne sait pas ce que c'est que le quotidien. C'est un quotidien qui est fait de l'instant, mais jamais dans le projet. Exactement, comme on le disait, l'idée c'était de sortir un peu de cette image qu'on peut avoir que la guerre c'est constamment une pluie de bombes et simplement de la destruction. Ce qu'on a pu voir aussi depuis Gaziantep, c'est que c'est beaucoup de vies qui continuent malgré tout et qui ont besoin de vivre. Et c'est pour ça que la pièce s'appelle « Nous ne nous sommes jamais sentis aussi vivantes » parce que exactement, c'est vivre, pas pouvoir se projeter, mais essayer quoi qu'il arrive et se sentir vivant parce qu'au final, on peut vivre les joies les plus intenses comme les plus grandes tragédies d'une seconde à l'autre. Oui, alors c'est ça, ces tragédies dont vous parlez. Comment vous avez fait pour pouvoir en parler à l'époque? C'était en quelle année quand vous étiez à Gaziantep? De 2016 à 2018. Voilà, 2016 à 2018, donc il y a quand même quelques années maintenant. Est-ce que quand vous parliez du conflit à l'époque, votre entourage, les gens qui vous écoutaient, est-ce qu'on vous entendait? Est-ce que vous aviez l'impression que l'information était suffisamment donnée, révélée? 2016 à 2018, c'est un moment vraiment important et vraiment étrange d'une certaine manière, puisqu'à la fois la Syrie, même Gaziantep, était dans un axe médiatique extrêmement important. C'est-à-dire que 2016, c'est la chute d'Alep qu'on a vécu aussi à travers les messages Facebook, à travers beaucoup de transmissions par les médias, etc. C'était un moment où il y avait du terrorisme, à la fois en France, mais aussi en Turquie, parce qu'on oublie aussi souvent qu'il y a aussi du terrorisme au Moyen-Orient et que ça ne touche pas que l'Europe. Et donc on était dans cet axe médiatique extrêmement important, et en même temps, nous, on vivait les choses de très près et de manière très humanisée, effectivement. Et c'était compliqué, des fois, on le retrace dans la pièce, justement, on nous demandait, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? Pourquoi s'engager pour cette cause? Et c'est aussi le fil de la pièce, c'est la question de l'engagement. Pourquoi on s'engage pour une cause? Pourquoi? Et que l'engagement est une valeur importante, même aujourd'hui en France, etc. Là, dans ce cas-là, c'était pour une cause plus loin, mais justement, on humanise cette cause et on montre les ressorts de l'engagement qui reste une valeur extrêmement importante. L'engagement et puis aussi peut-être le féminisme, si c'est pas le féminisme, pourquoi vivante et pas vivant? Pourquoi vivante? Parce que pour le coup, on parle de la voix des femmes à la fois activistes syriennes. On part aussi dans le récit d'une activiste en Syrie qui gère un centre de femmes autogéré, etc., qui est basé sur une histoire vraie. On parle de la voix des femmes dans ce bureau d'humanitaire et la voix des femmes dans le futur, la mémoire de ce qui va être gardé de tout ça. On a un seul acteur homme au plateau et notre musicien aussi qui est syrien lui-même et qui nous accompagne la pièce avec des magnifiques mélodies traditionnelles et modernes recomposées. Et donc on avait envie de montrer cette voix des femmes, pourquoi elle est importante, les femmes dans la crise, et dans quelle mesure elles sont actrices, dans quelle mesure elles font avancer les choses. Quels sont leurs rôles justement, enfin, quel est leur rôle au quotidien, ces fameuses femmes dont vous parlez? Dans la pièce, oui. Dans la pièce, on a vraiment des âges différents, etc. On est mené dans l'histoire par la fille de l'un des personnages qui nous pose la question justement, qui est la narratrice, une sorte d'oracle moderne, qui interroge le spectateur et qui dit: l'Europe, de quoi pouvez-vous vous souvenir de cette mémoire?
qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Elle est elle-même à la recherche de l'histoire de sa mère, qu'il ne lui a jamais racontée. Sa mère est elle-même dans ce bureau d'humanitaire et va être actrice de beaucoup de choses, et de cette question jusqu'où on s'engage quand il y a des failles dans le système, quand le système, il y a aussi tout un travail de tableau sur l'humanitaire et des failles du système humanitaire. Jusqu'où on peut s'engager et pourquoi on s'engage dans ces questions-là. Et on a aussi donc cet activiste en Syrie qui gère son centre, qui est très volontaire dans la gestion de son centre. Cette pièce, et puis aussi ce que vous portez comme message, c'est peut-être aussi de redire à quel point, évidemment, la guerre, c'est l'horreur, mais c'est surtout un moment où on se bat pour la liberté. C'est ce qui ressort, je crois, dans la pièce. Exactement, et que cet engagement, en fait, dépeint, sort de cette image qu'on peut avoir simplement d'une pluie de bombes, et montre... De violence, en fait. De violence et de négativité, montre aussi que cet engagement pour une cause, pour quelque chose de plus grand que soi, en fait, on le répète dans la pièce, c'est ça qui porte tous les personnages dans cet engagement et qui les font aussi vivre des moments d'exaltation. Vous parlez de la musique qui est très présente dans la pièce, avec notamment le oud. Pourquoi une telle présence musicale ? Parce que la musique, elle était originellement déjà extrêmement présente dans ce qu'on a pu vivre à la frontière syrienne. Et elle est très présente dans l'âme de la révolution syrienne, dans la culture syrienne en général. Et donc c'était extrêmement important. Et elle est aussi, à la fois, elle raconte les tristesses et elle raconte les bonheurs aussi et l'espoir aussi beaucoup. Donc on a repris des slogans de la révolution syrienne qu'on a mis en musique grâce au travail de Haref Mehdi, qui est un oudiste. Donc on voulait aussi mettre en avant un instrument de la région, etc., qui est un oudiste de très grand talent, qui est réfugié en France, et qui du coup ça fait partie intégrale de l'histoire et de cette mémoire que la fille cherche. Elle le cherche à travers les chansons que sa mère lui chante. Mais sa mère ne lui a jamais raconté l'histoire. Elle a simplement chanté les chansons. Quand vous parlez de la pièce à votre entourage ou à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi ce désir, cet espoir qu'on puisse en parler, parce que la guerre sévit toujours, ici et ailleurs. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais on parle beaucoup évidemment d'Israël et de Palestine, mais il y a la Syrie, il y a beaucoup d'autres endroits où évidemment l'enfer sévit. C'est une façon de pouvoir aussi réexpliquer ce que vous avez vécu pendant ces 4 années en Turquie, mais aussi à la frontière turco-syrienne, et puis ce qui se passe toujours aujourd'hui. Exactement. On ne va pas dire qu'un conflit chasse l'autre dans les médias, parce que ce n'est pas ça la question. C'est aussi de parler des débuts de la révolution syrienne et de la guerre qui s'en est suivie pour universaliser le propos. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qu'on a pu voir sur le terrain avec la révolution en Syrie, etc., ça a des résonances énormes avec ce qui a pu se passer en Ukraine, avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, avec les enjeux qu'on a sur l'aide humanitaire aujourd'hui. Donc à la fois, c'est une manière de garder cette mémoire et de dire qu'on ne peut pas complètement oublier cette guerre qui continue, et on le dit dans la pièce, on le dit, ça va être comme l'Afghanistan, et après l'Afghanistan est revenu dans les médias, donc il y a une sorte, ces enlisements des conflits où il y a beaucoup d'intérêts aussi internationaux, et que en Europe, on n'est pas complètement... on a aussi nos intérêts dans ces enjeux-là. On ne peut pas aussi décemment les laisser de côté et les oublier. Donc effectivement, dans la pièce aussi, c'est un outil pédagogique important. On apporte pas mal d'informations sur ce qui se passe. Et les gens en sortent en nous disant qu'ils ont appris beaucoup de choses et que c'est une porte d'entrée pour pas mal de gens qui ont envie d'en savoir plus, mais une difficulté d'accès à l'information et de compréhension. Et oui, bien sûr. Merci beaucoup, Laurane Calais, d'avoir été avec nous. Dites-moi, vous voulez rajouter quelque chose ? Et simplement, on remercie le soutien de l'ADAMI et de la Spedidam et la coproduction au Théâtre du Douendé pour cette aventure qui a pu exister grâce à eux. Tous les vendredis soirs jusqu'au 22 mars à 21h30 au Théâtre Clavel, c'est dans le 19e à Paris. Vous y courez pour voir « Nous ne nous sommes jamais senties aussi vivantes ». Voilà, Laurane Calais, vous êtes autrice et metteur en scène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va retrouver tout de suite Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume
Guillaume, pour votre chronique, vous revenez sur un bien triste anniversaire, celui des 2 ans de la guerre en Ukraine, dont nous parlions d'ailleurs la semaine dernière. Vous avez décidé d'évoquer le sort parfois délicat des élèves, les grands sacrifiés de ce conflit, évidemment, les enfants. 2 ans et un conflit qui s'enlise et qui parfois, et c'est bien malheureux, se normalise d'une certaine façon. Revenons sur des chiffres qui ont été annoncés par Zelensky en début de semaine, il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse. C'est le chiffre du nombre de morts, de soldats morts avec ce conflit. 31 000, voilà ce qu'il dit. 31 000 soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre, pas 300 000 ni 150 000 comme le disent Poutine et son cercle de menteurs sikhs. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous. Et s'il y a bien quelque chose qui représente cette forme de normalisation, d'enlisement du conflit, c'est cette scène qui est relatée par l'évêque de Pont-Audemer. Ça se situe en Normandie. Eh bien, il y a eu dans une commune de Normandie, à Rouge-Montier, une cérémonie d'adieu à la famille d'Olesia Telisenko. Qui est Olesia Telisenko? C'est une réfugiée ukrainienne qui s'est installée donc en France depuis le 16 avril 2022. Eh bien, voyant que le conflit s'enlise, elle a pris la décision de retourner en Ukraine au mois de mars prochain pour retrouver certains de ses proches, dont son fils de 17 ans, qui est retourné là-bas cet été, après 2 ans passés sur les territoires français. La région est un peu plus sécurisée, explique-t-elle dans le journal, mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée de repartir à cause des bombardements. Et si vous aviez choisi d'évoquer cet exemple, c'est qu'il représente effectivement une grande partie de la situation des jeunes ukrainiens, à savoir l'exil. Exactement, puisque quand il s'agit de parler d'éducation pour les jeunes Ukrainiens, la première des modalités, c'est une éducation dans un autre pays, en exil. On se rappelle, au début du conflit, de ces scènes de convois de voitures qui cherchaient à fuir via la frontière polonaise. Ce sont ainsi plus d'1 million d'élèves ukrainiens qui sont arrivés en Pologne en 2 ans, avec souvent, vous l'imaginez, des difficultés d'intégration, des traumatismes, et puis des problèmes pour ces élèves qu'on appelle élèves allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas la langue du pays. Depuis plusieurs mois, en Pologne, on voit fleurir des systèmes d'enseignement parallèles, davantage adaptés au système scolaire ukrainien. Il y a notamment eu un reportage d'Adrien Sarla, correspondant à RFI à Varsovie. Je vous propose d'écouter les premières secondes pour comprendre ces nouvelles modalités d'éducation. Au dernier étage de ce centre commercial à Varsovie, une école un peu spéciale a ouvert ses portes il y a 2 ans. Sur le tableau, vous pouvez voir les récits de différents historiens sur la conquête de Kiev par les Mongols. Ce chapitre ne figure pas dans les manuels d'histoire polonaise. Ici, on suit scrupuleusement les programmes dictés par Kiev, le tout en ukrainien. Après un an passé à l'école polonaise, ce retour aux sources est un soulagement pour Margarita, élève en classe de première. On apprenait la littérature polonaise et on avait des pavés à lire. C'était vraiment difficile à comprendre. Alors qu'en ukrainien, tout me paraît plus simple puisque c'est ma langue. Alors pour ceux qui sont restés, Guillaume, à quoi ressemble leur quotidien? Le quotidien est là beaucoup plus difficile, puisque quand il y a des zones de combat, on ne peut plus aller à l'école, on peut parfois suivre les cours en ligne, vous le verrez dans quelques instants, mais on innove, et c'est le cas à Kharkiv par exemple, la 2e ville du pays, pilonnée par les bombes. 5 écoles ont ouvert dans le métro, c'est assez inédit. L'objectif, il est de protéger les élèves à tout prix. Voilà par exemple ce que raconte Tetiana Volorevimirva. Elle est enseignante dans une métro-école et elle parle d'un cadeau pour les élèves. C'est un cadeau du ciel pour les élèves, une immense joie pour eux. Quand on m'a proposé de venir travailler ici, je n'ai pas hésité une seconde, même si ces enfants ne sont pas de la classe d'âge avec laquelle je travaille d'ordinaire. Rien ne remplace la communication directe. C'est pour ça que les parents ont bien compris qu'il fallait amener leurs enfants à l'école métro s'ils en ont la possibilité. Au total, donc, ce sont plus de 2000 élèves qui sont dans une école métro à Kharkiv. Écoutez. Ce système nous permet d'intégrer 106 classes, ce qui représente un total de 2188 élèves. Les gens de Kharkiv ne partent plus, ils reviennent même. Au début, on a commencé ce concept de métro-école avec 1003 élèves et actuellement, nous en avons plus du double. Et pour accompagner les enseignants au quotidien, l'UNESCO a développé un certain nombre de programmes d'aide, Guillaume. Oui, les chiffres sont criants. En novembre 2023, 3428 établissements d'enseignement ont été endommagés, 365 complètement détruits. Il y a d'abord, vous le disiez, un système d'aide pour la reconstruction, notamment un système et une aide qui est portée par la Suède avec 6,5 millions d'euros dans un programme conjoint avec l'UNESCO. Et puis d'autres programmes sont mis en place. Ainsi, 50 000 enseignants ont pu suivre un apprentissage de l'enseignement numérique et
obtenir des équipements pour pouvoir donner cours en ligne. Le chiffre qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que 55% des élèves qui sont restés en Ukraine malgré le conflit suivent les cours soit à distance, soit avec un dispositif qui est un petit peu hybride. Conjugué avec les fermetures d'établissements qu'il y a eu il y a quelques années pendant la crise sanitaire, ces conditions inquiètent les autorités et la communauté internationale pour les répercussions sur cette jeunesse et sur ce qu'elle deviendra une fois le conflit, on l'espère, très vite terminé. Merci pour ce point, Guillaume. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invitée est la chanteuse et musicienne Maëva Fischer. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève? J'étais bonne élève. Ça m'étonne pas du tout pour arriver médecin plus tard. Oui. Non, j'ai toujours été bonne élève. J'ai toujours bien aimé l'école. J'ai jamais eu de difficultés. J'ai toujours bien aimé ça. C'était aussi mon moment de sociabilisation, on va dire. Donc oui. C'est pour ça que j'attendais ça avec impatience et que j'adorais mes semaines. Voilà. Est-ce que tu étais dissipée ou tu avais vraiment zéro défaut? C'était l'élève parfaite? Non, je crois pas que j'ai zéro défaut. Non, je suis plutôt dissipée. J'ai toujours été très bavarde, adoré parler aux gens, adoré parler en classe, voilà. Mais j'ai vite compris quand même qu'en écoutant ce que disaient les profs, on s'en sortait mieux. On arrivait mieux à comprendre, à apprendre, sans devoir tout reprendre à la maison. Voilà. J'ai jamais vraiment voulu plaire aux profs pour être la chouchoute, mais par contre, j'ai toujours cherché mon intérêt, c'est-à-dire comprendre. Voilà, est-ce que tu as conservé des amis de l'époque? Oui, j'ai conservé des amis de l'époque. Pas tous, forcément. Hein. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai été séparée, soit géographiquement, soit par le temps, la vie. Mais j'ai gardé pas mal de gens de l'époque. Combien? C'est rare, hein? Oui, combien? Ça se compte sur les doigts d'une main. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux, quand même, on retrouve pas mal de gens. Donc il y a aussi pas mal de personnes, de copines que j'ai retrouvées des années plus tard. Et là, récemment, j'ai vu une copine qui est partie vivre à l'autre bout de la Terre. Et elle est venue sur Paris, on s'est revus. Et en fait, c'est drôle parce qu'on se rend compte que c'est comme si on s'était quittés hier. Mais donc j'ai dû garder, on va dire, six amis proches de l'école élémentaire et du collège-lycée. Ouais, une petite dizaine. Est-ce que j'ai l'impression qu'on peut dire que c'est que des bons souvenirs, finalement, ta scolarité? Oui, c'est que des bons souvenirs. Est-ce qu'il y a des périodes difficiles, même, qui sont en mémoire? Aujourd'hui, pour moi, c'est pas des mauvais souvenirs. Il y a des choses qui ont été difficiles sur le coup. C'est-à-dire, je viens pas d'une famille extrêmement aisée. Ma mère a beaucoup galéré dans sa vie. Elle travaillait énormément. Elle était commerçante, elle n'est plus malheureusement, mais elle a été commerçante. Elle a beaucoup galéré et c'est elle qui m'a toujours dit fais des études, fais un métier qui va te permettre de vivre la vie comme tu l'entends et pas de devoir trimer. Non, elle a toujours tout fait pour que j'ai accès à des bonnes études et donc elle a fait beaucoup de sacrifices. Donc elle voulait absolument que je rentre au collège Janson de Sailly, au lycée de Janson de Sailly. Donc on a emménagé dans le 16e pour que je puisse être sectorisée. Sauf que comme on n'avait pas beaucoup de moyens, j'étais vraiment dans le plus petit appartement du secteur. Et c'est vrai qu'au début, ça me faisait bizarre. J'invitais mes copines et mes copains du collège et je les recevais dans un 3 mètres carrés. Et alors que moi, j'allais dans leurs hôtels particuliers et c'est des souvenirs. Sur le coup, c'était un peu difficile. Aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est aussi ce qui m'a permis de me détacher du regard des autres, de me rendre compte que c'est pas ce qui est important. Ça changeait rien à tes relations? Que ça changeait rien, que finalement, grâce à ça, j'ai eu beaucoup de relations vraies. Oui. Qui n'étaient pas basées sur ça. Parce que tu as eu la sensation quand même que malgré tout, il y a eu des jugements dans les gens que tu as conviés chez toi? Non, je pense que le jugement, il venait de moi. Les problèmes, ils viennent souvent de soi. Et donc, du coup, c'était moi qui me disais, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser et tout. Et en fait, je ne crois pas que les autres, ça leur ait posé problème. Et puis surtout, c'est ce qui a permis que tu en sois là aussi aujourd'hui. Oui, vraiment, je la remercie. Je pense que ma mère, c'est une bonne étoile qui brille, enfin, qui veille encore sur moi. Et qu'elle a fait beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, j'en suis là. Si je te demande un souvenir d'écolier précis, comme ça, lequel te vient en tête spontanément? Les petites pommes de terre carrées, c'était trop ma passion. C'est les petites pommes de terre surgelées. À la cantine?
À la cantine. Genre, je sais pas, je crois que le mercredi, il y avait ça et j'attendais avec impatience. Je sentais l'odeur à partir de 10h30, tu sais, ça me rendait folle. Et les petites pommes, je les achète encore à mes enfants. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand de la nourriture. La nourriture, le super souvenir. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on est enfant, la nourriture de la cantine, c'est extraordinaire. C'est que la dernière fois, j'ai emmené mon fils. On va dans une super boulangerie. Genre, on est dans un endroit, il y a une super boulangerie. Je lui dis, viens, on s'arrête, on va prendre un goûter. Et donc, il voit un éclair au chocolat. Il me dit, ça, j'adore. Ok, je paye un bras à l'éclair au chocolat. On sort, il croque et il me dit, il est pas bon. Je dis, comment ça, il est pas bon? Il me dit, je préfère celui de la cantine. La cantine. Je me dis, c'est trop, en fait. La cantine, ça rend les enfants fous. On mange n'importe quoi et on Donc, ton souvenir, c'est les petites pommes de terre. Ouais. Non, mais j'ai d'autres souvenirs. non, mais je trouve que c'est mignon, parce que c'est un moment de vie à l'école aussi, à la cantine. Et t'en as un autre? Ouais, j'en ai d'autres. Je me souviens... Mon premier jour, donc j'ai été à l'école active bilingue pour commencer jusqu'à la 4e. Et en 4e, ma mère donc, a voulu me faire entrer au collège Janson de Sailly. Et donc, on a déménagé dans le 16e pour que j'aille dans ce collège. J'apprenais énormément. Je quittais tous mes amis de bilingue pour aller dans ce collège. T'étais dans quel arrondissement au préalable? J'étais dans le 17e. D'accord. À côté du parc Monceau. Et là, quand j'arrive à Janson de Sailly, donc j'arrive le premier jour, j'ai une angoisse. Je me dis qui je vais rencontrer, comment ça va être et tout. Et j'arrive et je regarde la liste, je regarde la liste. Et là, il n'y a pas mon nom, je n'étais pas inscrite. Mais non. Ouais, donc on a passé la journée à l'académie de je sais pas quoi pour essayer de comprendre pourquoi je n'étais pas inscrite. Mais finalement, j'ai quand même terminé. C'est bien passé. Super souvenir. Une journée encore plus angoissante que... Oui, c'était horrible. Mais il y a plein de souvenirs. Enfin, j'ai tellement de bons souvenirs à l'école aussi, bien sûr. Et tu étais forte dans toutes les matières? Ouais, je pense que la techno, peut-être j'étais pas très forte. La techno, là, les soudures, tout ça. Il y avait des trucs qui passaient un peu à la trappe. Ça fait 2 fois en ce moment qu'on parle de la techno-matière oubliée. Mais c'est ça de notre génération, là. Ça n'avait aucun sens, ça a duré 1 année en plus. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Maëva Fischer. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. La mère répare, la mère protège, la mère aime. Ma mère m'a réparé, ma mère m'a protégé, ma mère m'a aimé. L'a-t-elle fait pour mon bien? Ça expliquerait tout, sauf que j'ignore tout, mais je comprends mieux. Après, que s'est-il passé? Après, voilà, ça c'est la fille qui s'interroge face à ce mystère assez insondable. C'est aussi un roman sur les rapports mère-fille, sur comment on se construit dans une relation qui est forcément extraordinairement singulière. Tout à fait. La fille est très attachée aussi à sa mère. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est un moment, c'est peut-être un tournant dans le roman, puisque dans un moment de ménage, enfin de recherche dans l'appartement de sa mère, elle tombe par hasard sur cette assignation, donc qui a donné un peu qui a signé, qui a marqué le début de la procédure. Et c'est là, effectivement, qu'elle commence à se poser des questions. Et à se dire, finalement, j'ai peut-être eu un père quand même, et il est peut-être pas parti comme ça. Tout à fait. Parce qu'évidemment, la fille a quelques souvenirs, forcément, de son papa. Mais très peu, parce qu'il part quand elle a 4 ans, si je me souviens bien. Oui, elle est toute petite. Ouais, donc, vraiment, ça c'est des flashs, plus qu'autre chose. Voilà, ça nous fait penser à nous-mêmes. Enfin, qu'est-ce que je sais, ce dont je me souviens de ma petite enfance. Et donc, la mère avait souvent répété tu n'as pas de père, ma chérie. C'est pas un roman manichéen, c'est pas non plus le roman d'une mère défaillante. Et puis d'ailleurs, cette fille dit le pouvoir des mères est celui de faire avec de l'amour des enfants solides. Et elle-même se définit comme une enfant solide, qui a reçu tout l'amour de cette mère. Donc c'est un amour absolu, mais c'est pas forcément un amour destructeur. Non, dans le cas du roman, ce n'est absolument pas un amour destructeur. Cette gamine, est devenue une jeune femme absolument équilibrée, qui fait ses études à Paris, de théâtre, etc. Donc il n'y a pas cette connotation d'amour destructeur. C'est ça. Et il y a le dispositif récré en herbe aussi. Alors ça, c'est pour les extérieurs, effectivement, parce que les cours d'école maintenant, c'est pas simplement l'espace récréatif, ça devient aussi un espace pédagogique. Alors là, vous affichez effectivement un exemple. Récré en herbe, c'est une programmation qui vise à la fois à végétaliser, à débitumer les cours d'école, mais aussi à réaménager pour qu'il y ait différents types d'espaces.
Bien sûr, on lutte contre les îlots de chaleur, c'est la première ambition, hein, la transition écologique là encore, mais aussi on a des espaces pour faire classe dehors, parce que c'est une demande importante maintenant des équipes enseignantes de pouvoir faire classe dehors, parce qu'on y pratique d'autres types de pédagogie. On n'a plus besoin de les convaincre, aujourd'hui c'est eux qui sont demandeurs. Ah, c'est eux qui sont demandeurs, hein, alors les premiers, peut-être qu'il a fallu les convaincre, hein, mais en fait ces espaces récré en herbe, on n'avait pas forcément nous dessiné les cours d'école à la base, on avait nos objectifs, on savait qu'on voulait les réaménager pour avoir des espaces sportifs, des espaces plus calmes. On savait qu'on voulait lutter contre les îlots de chaleur, promouvoir la biodiversité, et on a mis tout ça en discussion. Et vous avez concerté les élèves aussi ? Et voilà. Et en fait, c'est dans les premières concertations où les élèves, avec les équipes enseignantes, alors en étant accompagnés par l'atelier d'urbanisme chez nous, qui ont redessiné vraiment les cours d'école et qui ont fait apparaître dans leur demande quelque chose qu'on n'avait pas initialement prévu, à savoir des espaces pour faire classe dehors. Comment parvenez-vous, Leïla, vous, avec Schooltopia, à rendre l'apprentissage des mathématiques un petit peu plus ludique, fun et sympa pour ces adolescents, à leur redonner goût aussi à une matière qui peut paraître complexe au premier abord? Alors, effectivement, les maths, c'est pas forcément évident à enseigner. C'est une matière qui peut sembler vraiment ennuyeuse, surtout pour des adolescents de cet âge-là. Donc, nous, on a décidé de créer un produit plutôt ludique. Donc, on a carrément inventé un univers de science-fiction basé sur un personnage qui s'appelle Toshi, qui est un robot. Et en fait, on va, à travers la BD, on utilise ce type de format, on va appliquer les mathématiques à l'intérieur de l'histoire. Donc, il y a des situations problèmes qui sont dans l'histoire. On veut aider les personnages à avancer dans l'histoire. Et donc, on va appliquer les mathématiques pour ça. Et on va avoir accès à des leçons et à des exercices interactifs de manière à stimuler l'adolescent. Et également, on a décidé de faire un système de gamification avec la possibilité de gagner des points, des badges, des avatars, une série en fait, de récompenses pour tout simplement engager l'utilisateur sur notre plateforme. Tout à fait. Mais on commence effectivement par une déclaration d'une femme qui dit qu'elle a vécu heureuse pendant 40 ans, qu'elle a grandi, dit-elle, sans le désir d'enfant. Tout à fait. C'est une femme qui, peut-être depuis la naissance, depuis sa petite enfance, depuis son adolescence, n'a pas ressenti le désir d'enfant, ne s'est pas projetée dans une vie avec famille, mari, etc. Et qui, à l'aube de ses 40 ans, avec sa mère malade et mourante, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Tout au début du roman, il y a une fausse couche. Voilà, tout est concomitant. Oui. L'agonie, enfin en tout cas la fin de vie de la mère et cette fausse couche. Donc la vie et la mort, donc il y a cette espèce de coprésence. Et cette fausse couche, elle ne s'y attendait pas parce qu'elle n'avait pas essayé de tomber enceinte. Elle ne l'identifie pas au début d'ailleurs. Pas du tout, pas du tout. Elle croit qu'elle a des règles douloureuses, elle ne comprend pas. Pas du tout. Et puis, elle se rend compte qu'il y avait quelque chose de vivant qui était en elle et qui, voilà, elle a perdu. Et cette perte, elle la vit véritablement comme une perte. Et le fait que peut-être sa mère soit en train de mourir, eh bien, ça réveille quelque chose qui serait... point d'interrogation, l'instinct maternel, l'appel de la nature, l'impératif biologique. Il y a quelque chose qui se met en route et qui est parfaitement... presque indépendant de sa volonté, c'est le corps. Oui, c'est le corps qui parle. C'est ça. Comment vous travaillez justement avec les différentes associations sportives pour eh bien, peut-être éduquer les enfants sur le plan civique? On sait que le sport, c'est un levier important justement pour inculquer ces valeurs. On en parle beaucoup en ce moment. Bien sûr, oui. Notamment les pratiques collectives, parce qu'on apprend, certes on fait du sport, mais en fait quand on est dans une équipe, on apprend aussi à coopérer. Et puis on apprend aussi à être dans une compétition, mais à savoir marquer les limites de cette compétition, à savoir le fair play, voilà, accepter que parfois on gagne, parfois on perd, et puis ça ne remet pas en cause sa propre valeur, mais simplement c'est un jeu, voilà. Donc l'ensemble de ces valeurs que porte le sport, hein, on pourrait qualifier ça de forme de fraternité, c'est effectivement quelque chose d'important parce que l'école, on vient pour y apprendre des fondamentaux, le maths, le français, etc. Mais on vient aussi pour apprendre à vivre en société, hein, c'est ce que vous soulignez. C'est quelque chose d'important. C'est aussi pour ça qu'à Tours, on travaille sur la mixité sociale dans les écoles. Une autre particularité qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de sectorisation scolaire.
D'accord. Voilà. Donc on a mis en place cette sectorisation scolaire pour favoriser la mixité dans les établissements. Et vous avez déjà un peu de recul pour voir d'éventuels résultats, justement? Alors on a commencé il y a 3 ans. Là, c'est parce qu'on l'a fait en 3 étapes, 3 secteurs différents de la ville, sachant que c'est une application progressive, puisque ça ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. Les élèves qui sont déjà dans des écoles, ils peuvent terminer leur scolarité. Mais effectivement, on voit que ça commence à avoir, en tout cas c'est ce que nous disent les directions d'école, des effets sur les nouveaux entrants, et ça rééquilibre un peu aussi les effectifs. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. À la réalisation aujourd'hui, c'est Théo Boscar. Le son, c'est Louise Merlin. Le maquillage, Julie Ordner. Et Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.